Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la face cachée de l'investissement crypto parce qu'on entend tous parler de personnes qui ont investi dans la crypto-monnaie, par exemple, qui ont gagné de l'argent. Et d'ailleurs, la majorité des personnes qui s'intéressent à la crypto, c'est pour gagner de l'argent, hein. Nous y compris. Je pense que ceux qui regardent la vidéo, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de l'investissement crypto qui n'est pas forcément évoquée sur YouTube et qui pour autant, je pense, représente aussi une bonne réalité de ce qui peut se passer en arrière-plan. Parce que c'est pas forcément très réjouissif de parler de tout ça. Mais si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez que nous, on essaie vraiment d'être le plus vrai, de présenter les choses telles qu'elles le sont réellement, parce qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients, et souvent même une face cachée que la plupart des gens omettent sur YouTube, et ce que je trouve relativement dommage. Donc là, dans cette vidéo, on va parler vraiment de la face cachée, et je vais peut-être commencer, tu rebondiras Théo, si tu as des suggestions ou des choses éventuellement à rajouter. Mais beaucoup de personnes, quand ils commencent à regarder la crypto-monnaie, quand ils commencent à investir, déjà, ils voient les possibilités d'investissement. Donc, à partir du moment où on commence à rentrer dans le rabbit hole un peu des crypto-monnaies, on commence à lire des livres, on commence à regarder des vidéos, on commence à se renseigner dessus. Et on commence à avoir justement l'envie d'en savoir encore plus parce que au départ, un peu comme tout le monde, je pense, on en entend parler une première fois et on se dit c'est pas possible, c'est forcément un scam. Et puis on en entend parler une deuxième fois, une troisième fois. Après, on commence à se renseigner et là, on se rend compte en fait de l'immensité de ce qui se cache derrière, un peu comme une révélation. Et là, on rentre vraiment dans le fait d'apprendre, dans la remise en question et dans tout ce qu'on évoque tout simplement sur cette chaîne YouTube. Et ça peut prendre énormément de temps. Et le problème, c'est que dans le domaine des crypto-monnaies, il y a un levier qu'on n'est pas capable véritablement de maîtriser, qui est celui du marché. Et le marché, il fait un peu ce qu'il veut, même si, historiquement parlant, jusqu'à présent, ça a été quand même pas mal timé avec les épisodes de halving du Bitcoin. Néanmoins, il y a certains critères, certains paramètres aujourd'hui qu'on n'est pas capable d'actionner. Et beaucoup de personnes se disent, moi y compris au départ, hein, plus je vais en savoir, plus je vais euh, apprendre sur le domaine des crypto-monnaies, meilleurs seront mes résultats. Et je pense que c'est en partie vrai. Néanmoins, avec le recul, je me suis rendu compte, notamment lors des précédents bull runs, parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le domaine des crypto-monnaies, je me suis rendu compte qu'après avoir passé des heures et des centaines d'heures à lire des articles, des livres, etc., je me suis rendu compte que le temps passé à acquérir toutes ces connaissances-là par rapport aux résultats retirés du marché par la suite est très décorrélé qu'une activité, par exemple, entrepreneuriale. Dans une activité entrepreneuriale, on peut être amené à travailler beaucoup d'heures, mais vu que la plupart des leviers qu'on va actionner, ça va être des leviers actifs, donc on va développer, je ne sais pas, on va essayer de trouver plus de clients, on va démarcher plus de personnes, on va faire plus de vidéos sur YouTube si on est présent sur ces différents réseaux sociaux-là. Et là, du coup, c'est des leviers qui vont avoir directement un impact sur notre chiffre d'affaires, sur nos bénéfices et sur les résultats qu'on pourrait potentiellement avoir. Dans les crypto-monnaies, oui, avoir des connaissances, c'est important. Oui, se renseigner, rencontrer des nouvelles personnes pour avoir des nouvelles perspectives peut-être sur le marché, c'est important. Mais le plus gros des performances, de toute façon, ça sera lié à la hype en fait du marché et à un levier qu'on n'est pas capable d'actionner. S'il n'y a pas de hype pendant 4 ans, on aura beau se renseigner et passer des centaines d'heures par semaine à se renseigner sur le domaine des crypto-monnaies, la valeur qu'on va être capable de retirer par rapport au temps qu'on a passé à l'intérieur, ça va être extrêmement limité par rapport à d'autres sources de revenus qu'on pourrait potentiellement développer, comme par exemple le levier entrepreneurial que j'ai évoqué un peu plus tôt, ça peut être le domaine de l'immobilier ou typiquement autre chose. Et on peut être amené, au bout de 4 ans ou 5 ans, à faire le bilan et de se dire ben, j'ai fait énormément de sacrifices, je ne suis pas allé voir des amis, j'ai investi une grosse partie du capital que j'avais pu épargner, que j'avais mis de côté avec mon job salarié, par exemple. J'ai fait attention aux projets dans lesquels j'ai investi, je me suis énormément renseigné et je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé voir des potes, j'ai même arrêté éventuellement les passions que je pouvais avoir à côté, aller au sport ou autre chose, parce que je voulais me consacrer à 100% dans la crypto-monnaie. Et puis, passé 4, 5 ans, on fait le bilan et on se dit, bah, punaise, est-ce que j'aurais pas finalement mieux compte fait est-ce que j'aurais pas mieux fait de juste faire une allocation d'actifs au départ, faire attention en effet aux projets sur lesquels j'aurais investi et puis à mon positionnement sur le marché, et puis typiquement oublier mon portefeuille, rien faire pendant 4 ans, et puis développer d'autres sources de revenus à côté, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'immobilier ou autre chose. Et moi, c'est le bilan que j'avais fait à un moment donné dans ma vie, et je me suis dit, l'effort que tu mets dans la crypto-monnaie pour quelquefois le peu de résultats que tu es capable de retirer à un moment donné, ça amène tout un tas de questions. Et je trouve que c'est un point qui n'est pas suffisamment évoqué sur YouTube. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Théo. Ouais, tout à fait. Bah, après, c'est vrai qu'au final,
Avec le recul, moi, c'est un peu pareil, alors peut-être moins poussé, mais c'est vrai que du coup, on a toujours, envie, c'est surtout au début, de se dire: «Beh, je vais essayer de tout comprendre, la technologie, les facteurs macroéconomiques, comprendre comment, tout peut interagir pour prendre les meilleures décisions», et c'est vrai, du coup, ça prend un temps fou, quoi, si on n'est pas formé, Mmh. à essayer de s'intéresser. Moi, c'était plutôt le côté aussi macroéconomique, essayer de comprendre ce qui se passait avec l'inflation, avec la Fed, avec la Banque centrale européenne, voir comment tout ça s'imbriquait pour voir, potentiellement, les directions dans l'économie et voir comment ça pouvait impacter la crypto. Bon, autant vous dire que c'est plutôt un casse-tête parce que tu découvres un truc et en fait, je passais de Denis Kruger, Denis Kruger, c'est-à-dire je découvre un nouveau truc de la macroéconomie et du coup, j'ai compris, je regardais 3 vidéos, après tu te rends compte que tu as pas compris, du coup, tu tombes sur d'autres notions. Tu te dis: «Ah mais du coup, il faut que je comprenne ça», et en fait, c'est toujours la fuite en avant où tu essaies de comprendre toujours plus Mmh. de trucs, et il faudrait vraiment, être spécialisé au final pour arriver au niveau, je pense, que j'aurais idéalement souhaité, ouais, être macroéconomiste, être, directeur financier, avoir, être, un professionnel aguerri dans chaque, domaine de compétences pour arriver à comprendre vraiment le niveau, et du coup, et quand on n'est pas formé, c'est hyper frustrant de se dire: «Ah, il y a tout ça que je sais pas, et si je comprends pas ça, ça va impacter mes investissements, ça va impacter mes résultats, il faut vraiment que je comprenne tout ça», et au final, il n'y a pas besoin. Moi, je suis d'accord avec toi, avec le recul. Au final, ce qu'il y a besoin de faire, c'est comprendre un petit peu comment ça marche. Comme tu l'as dit, peut-être faire une allocation d'actifs, rentrer sur des projets sérieux, qu'on a suffisamment évolué. Pas trop non plus, parce que c'est diversifié au début, ça aussi, c'est un truc, ça prend énormément de temps si tu veux bien le faire. Diversifier, étudier chaque projet, comprendre pourquoi, la technologie, étudier l'équipe, voilà, c'est diversifier son portefeuille. Si c'est bien fait, ça prend énormément de temps là aussi parce qu'il faut suivre les projets en plus, parce qu'il y a tout un travail de Mmh. suivi. Donc, des fois, si justement on n'a pas envie de faire tout ce travail de suivi, chaque mois, regarder si ça a évolué, est-ce qu'il faut faire des choses, est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il faut rentrer plus, est-ce qu'il s'est passé tout simplement des événements qui font qu'on va devoir réajuster notre stratégie. Donc, tout simplement choisir un, 2, 3 actifs au début, comprendre dans quoi on investit, pas forcément dans les grandes lignes, hein, voilà, dans l'investissement, comprendre un petit peu aussi, faire une allocation, attendre, voilà, avoir sa stratégie de sortie, et dès que on a atteint je sais pas, à la fin du cycle, ou nos objectifs pour sortir tranquillement, et voilà. Et au final, c'est pas bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, mais voilà, c'est comprendre un petit peu la mentalité des investisseurs, comprendre dans les grandes lignes l'actif dans lequel on investit, faire une allocation, avoir sa stratégie de sortir, attendre, sortir. Voilà. Mmh. Théoriquement, là encore, c'est encore, mais c'est vrai que et ça demande euh, peu de temps par rapport à la poche un peu plus active où on se dit, ben, non seulement je vais investir au début, mais en plus je vais suivre les projets, je vais me renseigner sur des choses que je n'ai pas encore investies. Bah, par exemple, s'il y a aussi plein de nouveaux domaines qui sortent constamment dans les crypto-monnaies. Par exemple, moi sur le dernier cycle, j'ai pas forcément investi dans le NFT, mais j'ai cherché à comprendre ce que c'était, à quoi ça pouvait servir. À côté, tu as la GameFi, à côté, tu as les Layer 2, tu as plein de nouvelles technologies qui sortent tout le temps, et tu te dis: «Eh beh, il y a peut-être des opportunités», donc du coup, je vais aller creuser, je vais aller voir ce qui se fait, et du coup, à chaque fois, ça tout nouvel univers à comprendre, nouvelles technologies, pas forcément, bon, une fois qu'on commence à comprendre un peu, il y a des choses qui se recoupent, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés, et donc du coup, si on veut essayer de comprendre, ça prend énormément de temps, et Mmh. ça peut parfois être frustrant de se dire, et c'est ça, je pense, au niveau du travail, des efforts fournis, de se dire qu'on a beaucoup bossé pour essayer de comprendre et tout. Mais au final, si on n'a pas mis, ou si on n'a pas pu, ou on n'a pas su, ou on n'a pas voulu mettre en place des choses pour profiter de ces connaissances, ça sert à rien. Après, ça nous servira peut-être pour la suite, pour comprendre, pour éventuellement évaluer les opportunités. Mais là, on est plus dans beaucoup d'efforts pour peu de résultats au final, parce qu'on a passé beaucoup de temps à se renseigner sur la macroéconomie, sur la technologie, sur d'autres projets, sur les rolls-up, sur machin. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Bon, on a peut-être oublié une partie aussi, parce qu'il faut le dire, hein, on se renseigne beaucoup, mais il y a des choses qui sortent de la tête. Bon, on s'est familiarisé un peu plus, on a peut-être un peu plus de regard critique, mais au niveau investissement, au niveau financier, et au niveau temps, c'était peut-être pas aussi rentable que ce qu'on aurait pu penser au départ, tu vois. Mmh. Et Ouais, du coup, c'est le vrai temps que ça que demande. mmh, Ouais, ce que je disais, c'est que le temps que ça demande par rapport à la valeur que tu es capable d'extraire, du c'est ça. marché, je trouve que dans la crypto, elle est, quand même assez décorrélée par rapport à d'autres domaines dans lesquels tu peux être soit un peu plus passif ou en tout cas sur lesquels tu peux avoir des leviers sur lesquels tu peux avoir une influence aujourd'hui et maintenant. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'immobilier, tu veux faire de l'argent dans l'immobilier. Déjà, tu as pas un marché immobilier, tu as plusieurs marchés immobiliers. Donc, c'est un marché qui est là beaucoup plus implanté partout dans le monde. On en aura toujours besoin. Et du coup, tu dis, tiens, je vais faire de l'argent. Bon, bah, je vais regarder les différentes offres. Je vais regarder en fonction de l'aspect géographique aussi, là où il peut y avoir des marchés qui sont peut-être pas aussi importants, ou en tout cas aussi élevés
qu'à Paris ou dans des grosses villes. Tu te dis, bah tiens, je veux trouver une bonne affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire? Je vais peut-être, par exemple, augmenter mon nombre de visites, augmenter le nombre de personnes que je vais aller côtoyer, le nombre de biens que je vais aller visiter, etc., etc. C'est des actions que tu peux mettre en place aujourd'hui et maintenant. Dans la crypto-monnaie, tu peux te dire un peu la même chose. Tu peux te dire, bah tiens, je vais analyser plein de projets différents. Je vais comprendre l'aspect technologique de tous ces projets-là. Je vais regarder les niches, les sous-niches. Je vais analyser tout ça et tu vas essayer de trouver le projet qui, fondamentalement, risque de sortir du lot. Mais là, ça revient aussi à faire un peu du stock picking. Et on le sait que même aujourd'hui, les professionnels qui font ça, il y a plein d'études qui le montrent dans la finance traditionnelle, les professionnels qui essaient de battre le marché ne sont pas capables de le faire pour l'écrasante majorité d'entre eux. L'étude Spiva montre que 96% des investisseurs professionnels et des gestionnaires de fonds, 96% d'entre eux ne sont pas capables de battre le marché ou faire mieux que le benchmark sur une période de 20 ans. Pour autant, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont des connaissances, c'est des gens qui ont été formés à ça. Et pour la grosse majorité d'entre eux, ils ne sont pas capables de le faire sur une durée relativement longue. Et c'est quand même compliqué aussi de se dire que nous, en tant que particuliers, on essaye de faire mieux, de se dire, tiens, on va essayer de sélectionner la meilleure crypto-monnaie, d'analyser tout ça. Et je pense que c'est important de faire le bilan aussi, de se dire, tiens, ça fait 4 ans, par exemple, je suis dans la crypto-monnaie, et de se dire, bah voilà, j'ai passé combien de temps aujourd'hui, combien de temps j'ai mis dans la machine, pour combien de valeurs j'ai retiré. Tu vois, j'ai mis, ça fait 4 ans que je suis dessus, j'ai peut-être travaillé 2000 heures en 4 ans, ou peut-être même plus, sur l'investissement crypto, donc sur l'analyse de projets, regarder du contenu, etc. Combien d'argent j'ai retiré de ça? Et je pense que c'est important de faire ce bilan parce que si on avait passé 2000 heures, par exemple, à développer une activité entrepreneuriale, au bout de 4 ans, il y a fort à parier peut-être que les résultats seraient bien différents que ceux qu'on a eu dans la crypto. Pour autant, la crypto, c'est un accélérateur énorme parce que t'as pas, tu vois, les rendements qu'on a dans la crypto, ils sont quand même nettement plus élevés que dans les autres classes d'actifs qui existent. Donc, c'est un accélérateur, je pense, hyper important et il y a des opportunités juste incroyables à prendre. Mais tu vois, je trouve que c'est important aussi de faire ce bilan et de se dire quels sont, entre guillemets, les sacrifices que j'ai faits aujourd'hui pour quel type de résultats et quel est le levier le plus important qui va faire que je vais avoir des résultats. Parce qu'en bull run, quand on est sur une bonne dynamique haussière, tout le monde finalement gagne de l'argent en bull run. Tout le monde est un génie, tout le monde gagne de l'argent. Et on aura beau analyser tous les projets, essayer de sélectionner le projet qui fondamentalement tient la route. En bull run, entre guillemets, j'ai envie de dire, on s'en fout parce que tout monte. On va dire, les gens achètent tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ceux qui pumpent le plus en période de bull run, c'est des projets qui fondamentalement n'en ont absolument pas. Tu vois, les mêmes coins, les vieux shitcoins, tous les projets-là, c'est des projets qui vont pumper le plus. Sans pour autant à ce qu'elles aient un fondamental intéressant. Donc tu te dis, moi j'ai passé autant de temps à analyser fondamentalement des projets, à faire attention à mon allocation d'actifs, attention à mon risque et tous ces trucs-là, alors tu te dis que le levier le plus important, et c'est là où tu vas retirer, c'est toujours la loi de Pareto, 80-20, là où je vais obtenir le plus de résultats, c'est en bull run, en achetant théoriquement plus ou moins n'importe quel type shitcoin, tu vois. Et ça amène aussi à se poser des questions dessus. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, mais c'est justement t'en as parlé, je voulais rebondir là-dessus, donc c'est parfait. Par rapport au stock picking et aux performances qu'on peut attendre. Et comme tu as dit, la crypto, c'est un super accélérateur. Et juste, si arriver à faire la performance du marché, tu vas déjà battre 99% des autres possibilités d'investissement. Et du coup, c'est aussi retourner dans un cadre raisonnable d'investissement et de performance. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à décorer la crypto de tout le reste et de se dire il faut absolument que je fasse un 300% et je ne vais pas me contenter d'un 150 ou un 200% annualisé que peut offrir le marché en général sur des projets plus sérieux. Et moi, il faut absolument que j'aille chercher du 300, du 400% parce que c'est possible et que je me sens de le faire. Mais c'est vrai que si on compare ça par rapport à l'investissement traditionnel, les performances du marché annualisées, bon, on est nettement en dessous. Je pense que le domaine des actions, on va être sur du 7-8% annualisé. Je ne sais plus si l'étude sur 200 ans, ce qu'elle disait, je ne sais plus si 6-7-8%, mais dans tous les cas, vous avez compris l'ordre de grandeur, il y a facteur 10, quoi. Et aussi le temps passé, comme tu l'as dit, pour faire du stock picking, c'est vraiment entre. Il y a plusieurs gestionnaires de fonds que je regarde dans le domaine plus traditionnel. Ils disent que si tu n'es pas capable de passer au moins 1 heure par mois sur chaque investissement, c'était pas assez bon. Et après, pour donner un exemple encore plus concret, moi je m'étais intéressé à tout ce qui est métaux précieux ou extraction minière en général. Et il faut comprendre aussi que ceux qui font ça, donc déjà c'est des professionnels, ils passent beaucoup de temps, mais ils ont des équipes de recherche qui s'appellent spécialisées dans chaque investissement.
et chaque domaine, donc ils sont les comptables, pour aller auditer les comptes de la société dans laquelle ils veulent investir. Et quand ils font plus de la spéculation pour aller chercher des retours au-dessus du prix du marché, donc ce qui vaudrait pour eux, c'est les small cap aussi, donc des startups ou des entreprises qui commencent, qui ont par exemple un terrain de prospection minière, mais qui n'a pas encore, voilà, ils se disent potentiellement il y a un gisement intéressant, mais on ne sait pas si ça pourra se concrétiser. Il va falloir investir de l'argent dedans pour aller voir s'il y a vraiment le filon, s'il y a vraiment les minerais à aller chercher. Donc, il y a du potentiel. Et c'est pour faire le parallèle avec les small caps et les altcoins en crypto. Donc, il y a du potentiel qui n'est pas encore réalisé, on sait pas. Et donc, du coup, c'est investir là-dedans en se disant je paye. En fait, c'est comme au poker, je paye pour voir le tour suivant. Et tous les mois, il demande à ses équipes, il y a des géologues, lui, il a des compétences, il y a des comptables, il y a des actifs financiers qui vont venir auditer toutes ces entreprises tous les mois pour savoir si en gros il y a les pourcentages de chances que ça se réalise, voilà, voir où ça en est dans la prospection, et pour pouvoir à un moment donné couper ses pertes aussi, c'est dire là du coup j'ai payé pour voir, je considère qu'il n'y a aucune chance que ça se réalise et du coup je me sors. Et du coup, pour le temps qu'il faut et l'implication au niveau du temps et des ressources nécessaires pour pouvoir le faire, c'est tout simplement énorme et c'est pas à la portée de tout le monde. Et il faut vraiment être hyper motivé pour rentrer dans ces domaines-là. Et dans la crypto, il faut aussi comprendre que non seulement il faut passer autant de temps, et en plus, ça va être plus difficile parce qu'il y a moins de documentation aussi. Il faut dire ce qui est, parce que quand c'est une entreprise qui est cotée en bourse ou qui est auditée, enfin voilà, qui est même pas forcément cotée en bourse, mais il y a quand même des documents comptables, tu peux aller évaluer. Si c'est un truc en physique, tu peux aller regarder, je reprends le cas d'extraction minière, parce que c'est parlant. Tu peux aller regarder, il y a des géologues, tu vas voir dans le sol, tu prends des échantillons, tu peux aller auditer, tu peux faire toi-même tes propres recherches pour le coup. Et c'est vrai que dans la crypto-monnaie, on en a déjà parlé aussi, prendre des altcoins, il y en a beaucoup, tu vas voir le white paper, il n'y a pas forcément de fondateur derrière, donc c'est pas idéal, mais c'est faire des recherches un petit peu exhaustives. Ça va être très très compliqué parce que bon, déjà il va pouvoir y passer du temps, mais en plus il n'y a pas forcément la documentation qui existe. Ça va souvent 99% des cas en anglais, ça va être difficile d'aller chercher, pardon, et du coup ça va être encore plus dur. Et du coup, se mettre dans cette optique-là, on se dire je vais faire mieux que le marché, tout ça pour ça. Pour se dire je vais faire mieux que le marché, je vais faire du small cap, je vais aller étudier tout ça. Au final, c'est contre-productif parce que, comme tu l'as dit, même ces investisseurs professionnels qui ont ces approches-là hyper actives, d'aller faire du small cap et tout, au final, ils n'arrivent pas à faire mieux que le marché sur des longues périodes. Et du coup, ça pose la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, dans le domaine des crypto-monnaies, avec un rendement du marché annualisé qui est quand même exceptionnel, se contenter de ça, adopter une approche un peu plus passive, entre guillemets, investir, attendre et souffler un petit peu, se sortir un petit peu tout ce poids-là il faut absolument faire des choses, il faut absolument que je m'intéresse à tout ça, et se dire, en fonction de ses objectifs aussi, à 100% annualisé sur 5, 10 ans, ça me va très bien, et si j'arrive à faire ça, déjà, je peux être très content. Voilà, tout ça pour en arriver là. Et puis tu as aussi le côté schéma narratif. Tu vois, on sait que la crypto-monnaie, elle est très liée, bon, bien évidemment, au cycle, qu'en bull run, les projets ils vont pumper, peu importe leur niveau de fondamental. Pourquoi c'est important aussi de s'intéresser à tout ça et de faire attention aux projets dans lesquels on va investir? Parce qu'il y a aussi une forte probabilité à ce que vous n'arriviez pas à vendre le top et que vous vous retrouviez avec un peu la patate chaude à la fin du bull run, et que si jamais vous avez acheté les plus gros shitcoins, vous avez une très forte probabilité à ce qu'ils ne repumpe pas lors du prochain bull run. Donc c'est toujours important, et c'est un peu ce qu'on défend aussi sur cette chaîne YouTube, de se dire que oui, vous ne serez pas un professionnel de la finance, etc. Mais néanmoins, je pense que c'est important de faire attention dans des projets dans lesquels on va décider de placer notre argent, parce que si jamais vous vous retrouvez avec des projets, notamment en bear market, vous êtes plutôt, je pense, vous serez satisfait d'avoir sélectionné des projets qui fondamentalement justement tiennent la route, et si ce n'est pas des shitcoins qui de toute façon ne remonteront jamais. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est important dans la pardon. Ce qui est important dans la crypto-monnaie, c'est d'être aussi dans ce que les gens recherchent ou dans le schéma narratif présent. Typiquement, vous dites en 2017, les ICO, j'y crois pas, ça sert à rien, je veux pas investir dessus. Bon voilà, le schéma narratif de l'époque, c'était les ICO, les levées de fonds, les Initial Coin Offering. Peu importe les ICO que vous faisiez à l'époque, vous gagnez de l'argent parce que c'était ce qui était recherché, c'était ce que les gens faisaient, c'était l'argent allait directement dessus. Donc, si vous n'étiez pas là-dedans et que vous avez sélectionné des projets qui fondamentalement tenaient la route, comme par exemple sur l'Internet of Things, sur la connectique entre les différents objets, etc., si c'était ce qui n'était pas recherché à l'époque, de toute façon, les projets n'auraient pas
augmenté de manière aussi importante que sur les autres schémas narratifs. Sur le précédent bull run, celui de 2020-2021, ça a été plutôt tout ce qui était GameFi, NFT et notamment les play to earn. Ça, et tout ce qui était lié plus ou moins aussi au métavers, même si on met un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Si vous étiez dans ce domaine, dans ce schéma narratif-là, vous achetiez n'importe quel type de projet qui faisait partie justement de ça, vous gagniez de l'argent, et bien plus que ceux qui étaient présents sur d'autres écosystèmes qui n'étaient pas autant recherchés à l'époque. Et donc, c'est toujours une question on va dire, de temps que je vais passer et que je souhaite aussi passer à analyser des projets, à essayer de les sélectionner pour essayer de battre le marché par rapport aux récompenses et par rapport aux résultats que je vais pouvoir en tirer. Toujours la loi un petit peu de Pareto. Et je trouve que ça, c'est quand même très difficile à faire, cette parité dans le domaine des crypto-monnaies, parce que c'est très ingrat. C'est-à-dire que oui, on peut passer des heures et des heures et des heures à analyser des projets et puis ne pas avoir de résultats et voire même perdre énormément d'argent, alors qu'on pourrait être amené à faire aussi ce travail-là pour trouver finalement un projet qui va peut-être faire un x100 ou même plus, parce que c'est déjà arrivé aussi dans le domaine des crypto-monnaies, et arriver à avoir un life-changing gain justement en faisant tout ça. Et ça, je trouve que c'est une phase cachée qui n'est pas forcément évoquée dans la crypto. Nous qui sommes dans ce domaine depuis maintenant plus de 5 ans aujourd'hui, on adore ça, on analyse des projets presque tous les jours, voilà, parce qu'on adore ce domaine-là et parce que ça nous plaît. Mais je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, ça ne soit pas le cas et ça peut être relativement frustrant. Parce qu'à la fin, on fait le bilan, on se dit, bah tiens, j'ai passé X temps à analyser des projets, à faire attention, et puis une personne qui aura investi sur un vieux shitcoin aura fait nettement plus d'argent que moi, alors que lui, finalement, il n'aura absolument rien géré. Je pense que c'est important aussi de prendre du recul par rapport à tout ça et de se dire, si vous avez une vision d'investissement sur le long terme, les compétences et les choses que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, ça vous servira par la suite. Ça, il ne faut pas l'oublier. Un avion, il a besoin de 80% d'énergie cinétique pour commencer à décoller. Et beaucoup de gens s'arrêtent à 79%, regardent derrière et se disent, punaise, moi, ça fait 4 ans que je travaille, ça fait 4 ans que je fais tous ces trucs-là, pour obtenir ça de résultat, franchement, ça ne vaut pas le coup. Oui, mais peut-être qu'on était sur la période d'inflexion où justement les compétences, l'expertise et toutes les informations qu'on aura pu engranger jusqu'à présent va nous permettre de passer à l'action au moment où on voit une opportunité, où on va pouvoir dégainer. C'est ça aussi, on en avait parlé sur une précédente vidéo ensemble, c'est un peu le facteur chance, tu te souviens? Tu avais parlé du facteur chance et on se dit, ce mec-là, ouais, il est devenu riche comme ça du jour au lendemain, le côté facteur chance, mais non, on ne voit pas tout le travail et le temps et l'énergie qu'il a fallu peut-être pendant des années pour construire justement cette expertise et les gamelles qu'il s'est pris pour arriver au final au résultat dans lequel il se retrouve aujourd'hui, quoi. Ouais, mais ça c'est un autre point. C'est vrai que du coup, on fait un peu voilà, c'est essayer de mitiger un petit peu ceux qui passent beaucoup de temps. Et nous aussi, on l'a fait à essayer de se renseigner. Mais c'est vrai que d'un autre côté, bon, c'est pas laisser de côté totalement. Il faut quand même en apprendre le plus possible parce qu'il faut le dire aussi, ça c'est la vérité. Il y a des opportunités qui s'offriront à vous que si vous avez la connaissance pour le voir, quoi. Il y a des moments où tu dis là, ok, c'est peut-être la technologie, mais du coup, en investissement, j'ai vu que ce projet-là, avec la hype, ça peut peut-être pumper. C'est pas un projet d'avenir, mais je peux peut-être en profiter un peu. Ça, pour faire des choses comme ça, il faut quand même avoir un minimum d'expérience, un minimum de connaissances. Et donc là aussi, il faut avoir travaillé en amont. On dit pas, je pense que l'idée, c'est plus de voilà, de pas tomber dans l'extrême, de se dire je vais pas faire que ça, je vais passer tout mon temps à se forcer à regarder des choses et à laisser de côté d'autres domaines de vie qui peuvent être importants de pas laisser de côté. Mais il faut quand même aussi avoir un certain niveau de connaissance et se renseigner un minimum pour pouvoir profiter des opportunités. Et ça, c'est vrai aussi. C'est juste pas tomber dans le travers ou commencer vraiment à mettre de côté voilà, sa vie, entre guillemets, pour se focaliser à fond sur la crypto, où là, ça peut être contre-productif. Mais bien évidemment, ceux qui travaillent, qui font ça intelligemment, petit à petit, à leur rythme, et qui sont capables d'acquérir. Ouais, on va dire ça comme ça. Ils sont capables d'acquérir des compétences et plus de connaissances que la moyenne. En principe, ça payera, quoi. C'est pas obligatoire, mais déjà, vous vous mettez dans de bien meilleures dispositions que la plupart des gens qui rentrent, qui font du hyping, qui rentrent sans aucune connaissance. Et du coup, vous serez en mesure d'avoir des résultats meilleurs que ces personnes-là. Et ça, il faut le dire aussi, quoi. C'est clair, et aujourd'hui, le plus important, c'est de se dire que si on veut des résultats qui sont différents de la moyenne, bah, il faut en savoir plus que la moyenne. Ça, c'est une certitude. Il va falloir travailler plus, se prendre aussi peut-être plus de gamelles, faire des erreurs. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Par contre, comme l'a dit Théo, il y a un équilibre à avoir
Ne lâchez pas toute votre vie, n'arrêtez pas par exemple de faire du sport, d'aller voir des amis ou de faire tout ça sous prétexte que vous allez lire à des white papers sur la crypto. Hein, il y aura peut-être certains sacrifices à faire, mais je vous le dis par expérience. Moi qui à un moment donné avait tout arrêté, que ce soit les activités sportives, aller voir les amis, tout l'argent que j'avais, je l'investissais, que ce soit lié à mon activité entrepreneuriale, mon activité salariale, j'investissais tout. Je ne me faisais pas plaisir, je partais pas en vacances, etc. Donc c'était vraiment hardcore à 150% ce que je faisais. Bon, ça a très bien fonctionné pour moi pour le coup, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit extrêmement compliqué parce que le vrai coût aussi à payer, qui est quand même aussi l'objectif et le sujet de cette vidéo, c'est qu'on vous montre souvent des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont réussi à obtenir des résultats incroyables, et vous ne savez pas derrière ce que ça leur a coûté. Il y a très peu de gens qui ont réussi à mettre de l'argent comme ça sur un petit shitcoin, qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Ça, c'est le côté vraiment facteur chance qui n'est absolument pas reproductible. La réalité, c'est que ceux qui ont des résultats qui sont constants sur le long terme et qui sont encore là après plusieurs années, c'est des gens qui ont trimé justement, qui sont remis en question, qui sont toujours en train d'apprendre, qui passent énormément de temps sur un domaine d'activité, qui ont une réelle expertise. Et c'est comme ça justement qu'on est capable d'évoluer. Si derrière on se dit juste je vais investir sur un projet et puis je vais devenir riche, en termes de probabilité de statistiques, il y a très peu de chances que ça arrive. Et le vrai coût à payer, je pense, pour l'investisseur crypto, c'est un coût à la fois en temps, un coût en énergie, un coût aussi en gestion, parce que si on veut avoir une allocation d'actifs qui corresponde avec ce qu'on veut faire, c'est être capable d'analyser les projets et être capable de se dire, bah tiens, 6 mois après, est-ce que fondamentalement le projet il a changé par rapport aux 6 mois précédents? Tiens, est-ce que les principaux développeurs de l'équipe ils sont partis? Est-ce qu'il y a toujours du développement? Est-ce qu'il y a des nouveaux utilisateurs? Est-ce qu'il y a des nouveaux protocoles qui sont développés, etc., etc. Donc c'est un travail aussi constant d'analyse, de réflexion, de remise en question. Il y a également aussi le coût à payer, c'est une volatilité extrême. C'est-à-dire que la réussite aussi, il faut comprendre que quand on investit dans le domaine des crypto-monnaies, il y a le côté patience, être patient, savoir ce qu'on fait, savoir gérer son risque et surtout accepter une volatilité qui est nettement plus importante que celle qu'on retrouve dans les autres classes d'actifs. J'ai souvent évoqué le cas de Cardano, notamment en période en 2017. C'était un projet qui avait commencé à se développer sur la période de 2017. Il avait topé à 1 euro. Il est descendu en bear market en 2018 jusqu'à 1,5 centime. Donc, on a presque eu 99% de correction sur ce coin pour après remonter à plus de 3 euros au précédent bull run. Donc, vous voyez un petit peu la volatilité. Et là, c'est un exemple d'un projet qui a réussi à redépasser son précédent plus haut. L'écrasante majorité des projets ne remontent absolument pas. Donc, il y a le côté espérance aussi, qu'on est amené à payer, de se dire buy and hold, diamond end, je garde mes crypto-monnaies, et puis c'est bon, je vais continuer de me renseigner, ce projet-là, il va forcément remonter, etc. On attend 4 ans, on apprend pendant 4 ans, mais on n'active pas des leviers qui sont actifs, comme je l'ai expliqué précédemment, avec une activité entrepreneuriale, de l'immobilier ou autre. Là, on va continuer d'apprendre à lire des white papers, mais la réalité, c'est que si le projet dans lequel vous avez investi ne remonte jamais, ou s'il n'y a pas de bull run pendant 6 ans, vous ne gagnerez pas d'argent, vous allez continuer d'en perdre. Et vous ferez le bilan à la fin de 6 ans ou à la fin de 4 ans en vous disant, punaise, mais j'ai passé autant de temps, j'ai fait autant de sacrifices, j'ai subi autant de volatilité, alors que des amis derrière n'ont absolument pas fait ça, ils ont continué à vivre, eux, ils ont continué de vivre leur vie un peu de tous les jours. Et pour autant, je me retrouve même quelquefois dans des positions peut-être plus compliquées tu vois. Et ça fait extrêmement mal à son ego, ça fait extrêmement mal à la vision peut-être qu'on pouvait avoir du marché crypto. Et ça aussi, c'est la réalité. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a qu'une gestion de risque. Et derrière, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Oui, si vous voulez aller plus loin, oui, si vous voulez vous développer, vous voulez avoir des résultats plus élevés que la moyenne, il va falloir que vous en sachiez plus que la moyenne. Mais je pense qu'aussi, il faut comprendre que si vous voulez être là pour la durée, et c'est ça aussi le plus important, il faut que vous arriviez à avoir un équilibre dans tous les aspects un peu de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau peut-être entrepreneurial, si vous avez une activité entrepreneuriale, au niveau de vos hobbies. Vous pouvez aussi décider d'aller en vacances si vous avez besoin d'aller en vacances et de pouvoir aussi vous sortir les idées de la tête et puis sortir un petit peu aussi de vos graphiques. Je pense que c'est important et ceux qui arriveront à la ligne d'arrivée, c'est un petit peu la leçon que je donne souvent sur les vidéos YouTube. C'est un peu le lièvre et la tortue. Hein. Les personnes qui partent billes en tête tout de suite avec les effets de levier, qui font du trading à effet de levier, de se dire je vais obtenir des résultats tout de suite maintenant, rapidement, en 2 ans, c'est bon, je suis multimillionnaire. La plupart d'entre eux n'arrivent pas à la ligne d'arrivée parce qu'ils se font éclater, ils se font liquider et ils arrivent à la fin, ils n'ont absolument aucun capital, ils doivent repartir de zéro. Et puis il y a ceux qui comprennent justement la dynamique long terme,
qui vont continuellement se former, qui vont être un petit peu la tortue, qui certes ne vont pas avoir des résultats extraordinaires au départ, mais qui eux, pour le coup, vont finaliser et qui vont arriver sur la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Si vous avez des suggestions ou en tout cas peut-être des points qu'on n'aura pas évoqués dans cette vidéo et que vous aimeriez nous en faire part, bah, n'hésitez pas à faire tout ça dans la section commentaires. Je vous mets plusieurs liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. Il publie tout un tas de contenus, notamment sur les crypto-monnaies, un peu comme nous, mais de manière assez différente de celle qu'on peut présenter sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets également aussi le lien vers un programme de formation offert dans la description de la vidéo pour profiter de ces périodes-là, justement pour vous former et avoir des bonnes dispositions concernant vos investissements en crypto. Et pour tous ceux qui veulent plutôt avoir un suivi personnalisé et qui souhaitent aller plus loin, on vous a préparé aussi un lien pour pouvoir réserver un appel téléphonique avec nous. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel et on se fera un plaisir de vous avoir au téléphone. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.